Merci infiniment. J'ai une question pour toi, Olivier, pour faire la transition entre ces deux tables. Vous pouvez tous le faire, vous pourrez aller sur Google Maps, taper médecin généraliste, et vous allez voir, il y a des commentaires. Il y a des commentaires sur le niveau de satisfaction des patients, sur leur consultation avec leur médecin traitant. Moi, je me pose la question entre ces deux tables rondes, finalement, si c'est vraiment éthique, moral de le faire. Et puis la question est finalement, est-ce que c'est le patient qui mérite, qui a le droit, en tout cas, de porter une évaluation, et sur quel type d'évaluation on peut se reposer. Et pour faire cette transition, alors je vais te laisser tranquillement répondre à la question, et je vais inviter les intervenants à me rejoindre sur la table ronde. Alors ça c'est une question qu'on avait abordée justement au sujet de l'évothyrox, en se disant qu'il y avait une problématique, on parlait de l'effet placebo tout à l'heure, il y a eu une problématique aussi de l'effet nocebo, sur l'utilisation en particulier, l'amplification par les réseaux sociaux de ce qui s'est passé sur cette crise. Et en fin de compte, moi j'avais interrogé une représentante d'association de malades qui est Muriel Londres, et Muriel disait oui, c'est pas tout à fait logique qu'on note les médecins comme on note Uber. C'est-à-dire que avoir un médecin 5 étoiles ou un médecin 1 étoile, en tant que tel, ça n'a pas fondamentalement un intérêt, sauf peut-être à avoir un intérêt un peu morbide par rapport à un service, une dérive consumériste par rapport aux médecins. Et en fin de compte, en discutant avec la salle, c'était dans un débat qu'on avait, il s'est dégagé une ligne de force qui était assez intéressante, puisque il y avait également des représentants de syndicats de médecins, et ils ont abouti à un constat qui est le suivant. Je pense qu'il est tout à fait naturel qu'on évalue les médecins comme on évalue n'importe quel, on va dire, prestataire de service ou conseil. Et c'est tout à fait logique de le faire. La seule chose qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est de faire des outils communs d'évaluation avec des consensus autour d'un certain nombre de critères ou de facteurs clés de succès sur lesquels les patients et les médecins, mais pas que les médecins, les pharmaciens, les autres, pourraient être évalués. Je pense que cette évaluation, elle est tout à fait nécessaire, elle est tout à fait juste. Je vais vous donner simplement un exemple pour vous montrer que c'est tout à fait juste et tout à fait nécessaire. J'ai les slides de quelqu'un qui est extrêmement important au niveau de la CNAM et qui m'a sorti simplement la mortalité en fonction des actes de chirurgie pour les cancers de l'ovaire en fonction des sites hospitaliers. Cette évaluation, elle est dramatique. La variabilité de mortalité après chirurgie varie entre 75% et 25% sur des centres hospitaliers français. Je pense que ça va faire l'objet dans pas longtemps d'une publication, parce que j'ai très envie de le faire sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on laisse comme ça dans la nature, sans évaluation, un certain nombre de services hospitaliers qui continuent à avoir des pratiques chirurgicales qui sont des pratiques chirurgicales très particulières, on va se retrouver avec des problèmes d'accès aux soins qui vont être dramatiques, et surtout une fracture, je dirais, en termes de perte de chance, qui est majeure pour les patientes. Et d'un autre côté, on va nous objecter que peut-être que les séries qui sont opérées dans ces hôpitaux sont des séries qui sont plus particulières, avec des recrutements de patientes qui sont plus particulières. Malheureusement, là, je dois vous dire que non, les séries sont totalement appariées et on se retrouve quand même avec cet écart de mortalité. Donc oui, l'évaluation des professionnels de santé, oui, l'évaluation des hôpitaux, oui, avec un objectif qui est, et on a pu le montrer dans d'autres pays, le fait de faire monter la qualité globale, pas forcément de faire chuter, bien entendu de sortir les délinquants, mais surtout, ça a un effet tout à fait positif qui est de faire remonter la qualité globale du dispositif par rapport au meilleur. Et de ça, vous allez donc débattre. J'ai donc le plaisir d'accueillir sur cette table ronde, je lis dans le sens de ma fiche, qui n'est pas forcément le sens de la table, mais Sandrine Bourguignon, économiste de la santé, stratégie santé, Emmanuel Forneron, EVA TSN, ISPED, Université de Bordeaux, et professeur Christine Balaguet, Institut Mines Télécom. Une table féminine, merci, enfin. Oui, je dois reconnaître que pour la parité, c'était pas tout à fait ça, hein, quand même. Merci en tout cas pour cette dernière table ronde. Alors la question, elle est super importante. Je vais vous donner simplement un exemple en ce qui concerne les nouvelles technologies et les nouvelles évaluations. Si vous prenez un produit comme Diabéo, c'est un produit qui a été lancé au départ par une association de malades diabétiques, et ensuite qui a été retravaillé avec un industriel qui est Sanofi, et on a essayé de faire en sorte que ce dispositif médical d'un genre très particulier, puisqu'il associait du dispositif médical un acte, des traitements et du coaching, on a essayé de voir comment il pouvait se faire évaluer en France
à partir de 2008 ou 2009. Et on s'est aperçu qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de structure d'évaluation de ce type d'appareil dans le paysage français. La Haute Autorité de Santé est incapable, à l'heure actuelle, de pouvoir, sauf à titre dérogatoire, évaluer ce genre de dispositif. Donc, vous êtes des créateurs de start-up, vous êtes des créateurs d'innovation, vous allez demain nous apporter des solutions thérapeutiques très complexes, très intéressantes, intégrant un maximum de choses, de la data, du dispositif, des actes complexes, des tas de choses, de la coordination de soins. Le problème qu'on va avoir pour avoir un accès au remboursement, par exemple, et donc ça va être ce problème de l'évaluation. Donc je voudrais qu'on en parle tout de suite parce qu'il y a des expériences diverses. Emmanuel Fourneron en particulier a une évaluation, enfin un intérêt à l'évaluation, en particulier sur les territoires santé numérique. Et moi, ce qui m'a intéressé quand on a préparé la table ronde, c'est le fait de se dire que vous aviez un double projet. C'est un projet d'évaluation et en même temps un projet de recherche. Oui, parce que comme le monde de la santé est en pleine ébullition, en pleine évolution, l'innovation, elle porte bien sûr sur les technologies, sur les dispositifs organisationnels aussi, mais aussi sur du coup l'évaluation. Effectivement, je pense que les méthodes actuelles d'évaluation, qui sont globalement basées sur des modèles d'études cliniques adaptés aux médicaments, sont plus tout à fait par rapport aux innovations organisationnelles et technologiques telles qu'on les vit aujourd'hui, et qui nécessitent à mon avis de changer aussi le prisme de regard. Nous, à l'Université de Bordeaux, sur le projet Territoire de soins numériques, on a un regard qui est beaucoup plus d'évaluation de la politique publique en tant que telle, c'est-à-dire comment tous les outils numériques ou dispositifs nouveaux qui sont testés et expérimentés dans ce programme s'intègrent et façonnent un nouveau système de santé qui correspond aux objectifs de la politique publique. Ce fameux virage ambulatoire, une meilleure prise en charge en amont de l'hôpital, une meilleure coordination des professionnels, ça c'est les objectifs que se donne l'expérimentation. Donc l'évaluation, elle doit pouvoir aussi regarder tous les aspects nécessaires à finalement aider la décision des acteurs privés comme publics par rapport à ces objectifs-là et pas simplement est-ce que ça améliore une prise en charge médicale ponctuellement. Donc quel est l'impact sur l'état de santé général des patients, mais quelles sont aussi la perception de vie des patients au travers de ces nouveaux dispositifs. Même chose du côté des professionnels. Quels sont les déterminants de l'usage de toutes ces technologies? Parce qu'ici, dans la salle, la plupart, vous êtes très technophiles, donc convaincus que vos solutions sont bonnes, mais encore faut-il que de manière durable, pérenne et en routine, ce soit approprié par le système de santé et par les utilisateurs cibles, que sont notamment les professionnels dans toute leur diversité de pratiques et de spécialités aujourd'hui. Puis on regarde bien sûr aussi tout le modèle économique sous-jacent. C'est une des grosses questions qui se posent aujourd'hui. On arrive en ce moment en France à financer des expérimentations relativement bien. La question qui se pose maintenant, c'est comment on projette de manière plus durable un modèle économique pérenne. Donc il faut comprendre un peu les leviers, les déterminants de ce modèle économique. Donc ça implique d'aller vraiment dans des logiques qui sont plus nouvelles d'économie industrielle, qui sont plus nouvelles en économie de la santé. Donc évidemment de se poser la question de si ces technologies, ces innovations créent ou pas de la valeur, mais aussi comment elles se répartissent de manière différente entre les acteurs, parce que pour rebondir sur la table ronde précédente, il y a un mot moi, qui m'a interpellée, c'est le mot de la complexité. Effectivement, je pense que le système de santé est un système extrêmement complexe et qu'il n'y a pas de solution simple à un système complexe. Et donc les évaluations aujourd'hui, elles doivent prendre un peu toutes les facettes pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. Alors Sandrine, en tant qu'économiste de la santé et en charge justement d'un certain nombre de stratégies d'évaluation, qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle de l'évaluation des dispositifs de e-santé qui sont ceux qui pourraient évaluer ces techniques et comment ils pourraient le faire? D'abord, est-ce qu'il y a des évaluations à l'heure actuelle? Alors, si je réponds non, c'est un peu restrictif, mais on a des évaluations qui sont parcellaires, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on va évaluer quelques parties du projet, les utilisateurs, combien j'ai d'utilisateurs, la facilité d'utilisation. On va, dans certains cas, aller chercher effectivement l'impact du dispositif de e-santé. D'ailleurs, je voudrais juste faire une petite aparté en disant qu'il faut quand même bien préciser ce qu'il y a derrière e-santé, parce que évaluer une application de bien-être type les 1000 pas ou autre, c'est pas la même chose qu'évaluer une application qui va travailler sur les données de santé, voire des données de maladie qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, c'est pas tout à fait ni le même cadre réglementaire, ni le même objectif dans l'évaluation derrière.
Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, des dispositifs évalués par les instances, donc les autorités comme l'HAS, qui sont en charge de l'évaluation des produits de santé, puisqu'on est bien dans l'e-santé, donc c'est un produit de santé. Concrètement, non, on n'en a pas. Si vous allez frapper à l'HAS avec votre application, votre logiciel médical, malgré qu'il soit de qualité certifiée, etc., on va vous regarder avec des yeux un peu ronds et on ne va pas réussir à vous faire rentrer dans les cases de l'évaluation. Donc ça, c'est le premier problème, c'est qu'on n'a pas une structure dédiée, formée aujourd'hui à l'e-santé. On n'a pas de guidelines, de méthodologie d'évaluation. On a des guidelines pour la clinique, on a des guidelines maintenant pour la médico-économie, et encore, on a des difficultés aussi à ce niveau-là. On a quelques recos sur l'évaluation des politiques publiques, mais c'est aussi un peu plus aléatoire. On commence à se heurter à un certain nombre de difficultés méthodologiques de données. Et alors, pour la e-santé, dans toute sa variabilité et sa richesse, il y a un flou artistique pour l'instant. Donc ça, je pense que c'est dans les développements. C'est pas qu'on est démuni en termes d'outils et de méthodologie, c'est plutôt qu'il y a une structuration. Et en même temps, c'est une structuration qui doit s'adapter, parce qu'effectivement, c'est extrêmement fluctuant. On ne peut pas mettre un guide aussi rigide que pour les études cliniques ou même de vie réelle, puisqu'on a d'autres standards d'évaluation. Ça va même plus loin qu'adapter des référentiels, parce qu'on a une organisation en particulier de l'évaluation en France qui est faite, la Commission de la transparence pour le médicament, la CNEDIMS pour le dispositif médical. Donc, et on n'a pas de commission pour la e-santé. Et on n'a pas de commission pour la e-santé, donc il faudrait créer une commission supplémentaire. Aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus, c'est le dispositif médical. Ouais. Il y a effectivement un certain nombre de projets e-santé qui sont adossés à du dispositif médical, mais encore une fois, ce qu'on va évaluer, c'est le dispositif et pas l'intégralité de l'offre. Donc on n'a pas de commission aujourd'hui pour évaluer la e-santé. On a des commissions pour des actes, du dispositif, du médicament. Dès que vous commencez à mixer un petit peu les deux, d'ailleurs, médicament, dispositif, ça se complexifie. Et puis surtout, on a ces commissions, donc commission de transparence et la CNEDIMS pour le dispositif médical, ils répondent à des standards très précis. Et c'est de l'essai clinique, en étant réductrice, randomisée en double aveugle, mais en dehors de ça, ils ne voient pas grand-chose. Donc sortir même des données d'évaluation sur des applications, les données de santé dont on parlait tout à l'heure sont aujourd'hui pas des critères qui sont recevables, et on n'a pas des critères d'évaluation primaire, secondaire ou autres standards qui passeraient aujourd'hui les standards de l'évaluation. Donc concrètement, on a des produits, des dispositifs de la e-santé qui ont un intérêt certain pour les patients, les professionnels, et il manque l'étape de la prise en charge du remboursement pour faciliter notamment la diffusion nationale. Christine, par rapport à tout ça, pour vous, les outils d'évaluation traditionnels sont adaptables ou pas ? Alors, moi, je voulais revenir sur un point que vous avez cité tout à l'heure, qui est le fait qu'il n'y a pas d'évaluation pour l'instant. Alors, je dirais, moi, je suis optimiste par rapport à tout ça. Effectivement, il y a beaucoup d'innovations et on est au temps de l'évaluation maintenant. Et l'évaluation peut se faire probablement aussi par d'autres moyens qu'une évaluation top-down, je dirais. Alors, moi, je suis à l'Institut Mines Télécom et je dirige une chaire de recherche sur les objets connectés. On travaille plutôt sur les objets connectés en santé. En 2017, il y a plus de 8 milliards d'objets connectés. Donc, c'est la première année dans le monde, c'est la première année où il y a plus d'objets connectés que d'humains. Donc, effectivement, c'est quand même un univers maintenant qui est le quotidien de nous tous et qui pose un certain nombre de questions dans le domaine de la santé. Et ce qu'on fait dans la chaire, c'est qu'on recentre tous nos projets sur le fait d'évaluer et de mesurer la manière dont les patients utilisent ces technologies. Pourquoi ? Parce que sur ces objets connectés, il y a une effervescence de technologie. On voit de tout, tout objet est connectable, mais dans la santé, il y a des objets plus ou moins intrusifs, de la montre connectée où on est très limite bien-être, même si on est dispositif médical, jusqu'à des stents connectés ou des pacemakers qui sont à l'intérieur du corps. Donc, on n'a pas du tout le même type de dispositif d'objets connectés. Et donc, on a une profusion de la part de grands groupes, de la part de start-up, de la part de plein de jeunes qui veulent développer des technologies autour de ça, et c'est très bien. La question qui se pose, c'est finalement, qu'est-ce qui marche et est-ce que les gens utilisent ces produits et comment ils les utilisent. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille d'abord sur la question de la valeur d'usage.
qui est une vieille question en recherche. Quelle est la valeur d'usage? On sait bien que les premiers modèles qu'on appelle TAM, Technology Acceptance Model, il y a 2 variables qui expliquent le fait qu'on adopte n'importe quelle technologie. C'est la facilité d'usage et le bénéfice perçu. Le bénéfice perçu, c'est quand même, avant même d'essayer le produit, c'est de percevoir qu'il y a une valeur. On sait bien que dans pas mal de produits, pour l'instant, cette valeur, elle n'existe pas. Donc, il suffit de la mesurer auprès des individus. Mais ça se complique un petit peu avec ces technologies d'objets connectés ou de e-santé, parce qu'on n'est pas uniquement dans de la valeur d'usage, mais dans de la co-création de valeur, qui est là aussi tout un courant un peu nouveau, c'est-à-dire que cette valeur d'usage, elle se fait au travers d'interactions entre un objet connecté et l'individu, et également au travers d'une continuité d'usage. Si on utilise un objet connecté, eh bien on coproduit des données, enfin on produit des données, mais on coproduit de la valeur dans la continuité d'usage. Donc c'est, je dirais, la question, on peut y revenir de manière plus précise si vous le voulez, mais il y a une première question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on mesure en valeur d'usage? Et c'est pas uniquement le nombre de téléchargements, c'est pas uniquement évidemment le temps d'usage. Le deuxième élément sur lequel je voulais aussi que je voulais préciser, c'est que souvent lorsqu'on développe des applications, et des objets connectés, mais des applications mobiles aussi, vous en avez cité tout à l'heure, c'est qu'on confond lorsqu'on les développe use case et expérience utilisateur. Et souvent, les ingénieurs développent des use cases, c'est-à-dire qu'on va penser à la place des gens et on va développer une technologie parce qu'on pense que cette technologie va avoir une finalité et que, évidemment, les gens vont utiliser et aller vers cette finalité. Lorsqu'on s'intéresse, comme moi, à l'expérience des utilisateurs, on s'aperçoit qu'en particulier sur les objets connectés, ça ne marche pas du tout de la même manière que le produit a été conçu et que la manière dont les gens utilisent les objets connectés eh bien, n'est pas la même que celle pour laquelle on l'a pensé pour eux. Donc mon propos est de dire il faut oublier le use case et il faut s'intéresser à la mesure de l'expérience, la réelle expérience. Alors ça se fait au travers d'un certain nombre de méthodes, des méthodes à base de questionnaires, des méthodes qualitatives, des méthodes d'observation. On le fait à Living Lab, en particulier nous. Donc s'intéresser à l'expérience utilisateur. Souvent, on a une vision du patient avec ces technologies qui est j'ai un slide assez parlant là-dessus, mais que je présente souvent, qui est, on a plein de technologies autour de ce patient, et puis souvent, c'est quelqu'un qui est vide, c'est quelqu'un de blanc. Et puis, ce qui est important, c'est les technologies autour. Nous, ce qu'on fait, c'est l'inverse, on s'intéresse à ce qui est blanc pour comprendre comment les gens utilisent ces technologies. Voilà, et on y reviendra, mais on s'intéresse aussi dans la chaire à l'expérience, mais à une notion qui est connue aussi depuis très longtemps par les sociologues, mais peu mesurée, et donc on essaie de la mesurer, la question de l'appropriation, c'est-à-dire comment se fait l'appropriation, alors l'appropriation, les sociologues ont beaucoup travaillé sur cette notion, mais la mesure, en tout cas sur ces technologies dans la santé, elle n'existe pas ou peu, en tout cas dans les publications. Et donc cette question de mesure de l'appropriation, des différentes phases, comment on peut jouer sur le fait que les gens s'approprient de plus en plus en les aidant sur ces différentes phases, et quels sont les facteurs explicatifs de l'appropriation. On travaille sur ces éléments-là. C'est extrêmement intéressant. Ça revient à une discussion que j'ai eue avec Philippe de Normandie quand il était numéro 2 de Corian. Corian, c'est un groupe d'EHPAD. Les EHPAD, c'est les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, à qui je posais la question de Philippe, est-ce que vous avez dans les EHPAD, qui sont quand même, on va dire, les territoires pauvres de la prise en charge sanitaire, est-ce que vous avez des objets connectés? Il m'a répondu, on en a énormément, et surtout dans les armoires. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de valeur d'usage. Enfin, en tout cas, pour l'expérience Corian, c'était étonnant de voir le nombre de dispositifs, d'applications, de choses qu'on leur avait mis à disposition et qui restaient de manière définitive dans des armoires, dans les services, dans les infirmeries, et ainsi de suite. Il y en a certains qui apportent un réel bénéfice. Voilà, d'où l'intérêt de l'évaluation. Non, mais tout à fait. Alors, j'ai une autre question quand même. C'est que le but de l'évaluation dans le système français, il est surtout de donner accès au fonds, au financement, et en particulier au financement de l'assurance maladie obligatoire, qui reste quand même, à l'heure actuelle, le financement majeur du système de santé, puisque ça représente 76% du recouvrement des dépenses de santé. Comment on va faire comprendre au législateur, ou comment on va faire comprendre à l'évaluateur
comment vous voyez les choses en termes de recherche et en termes d'enseignement pour faire comprendre à l'évaluateur qu'il va falloir s'intéresser à ces questions-là? On peut prendre un premier contre-exemple, c'était la télémédecine. La télémédecine, ça existe depuis des années et on arrive qu'aujourd'hui à avoir un décret avec 5 actes, qui ne sont même pas encore tous tarifiés, pour pérenniser le financement. Et la logique de l'assurance maladie a été démontrez-nous que ça fonctionne et après on financera. Sauf que pour arriver à faire des expérimentations solides sur un nombre suffisant de patients pour pouvoir démontrer un impact, il faut financer. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que pour le financeur, le payeur qui est l'assurance maladie, aujourd'hui, il faut d'abord faire ses preuves et après on arrive à une discussion sur le financement. Et je pense que... un des problèmes de fond, ça vient d'être évoqué, on en a discuté ce matin, c'est qu'il y a une sorte de méfiance autour de la e-santé, notamment parce qu'il y a parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, une déconnexion du besoin. Et ce matin, on a dit les idées, c'est bien, mais le besoin final, c'est quand même l'essentiel et c'est ce qui va faire que le produit, le développement, il ira jusqu'au bout. On peut s'arrêter en cours de développement parce que justement, on évalue trop tard que l'application, en tout cas le dispositif de e-santé, ne sera peut-être pas orienté vers les bonnes personnes ou en tout cas n'aura pas une utilisation réelle. Donc forcément, il faut qu'il y ait une barrière sur l'évaluation. Après, la question, c'est qui évalue. Donc on n'a pas de structure. Pour qui on évalue? Je reprends ton exemple, Olivier, tu disais, et puis ce qui était discuté sur l'évaluation des médecins. Effectivement, aujourd'hui en France, noter un médecin, on a quelques levées de boucliers sur le sujet, mais il y a des pays qui ne s'en privent pas depuis des années et qui ont mis des méthodes d'évaluation au niveau national. Au Royaume-Uni, ils évaluent systématiquement après chaque consultation les médecins et c'est fait avec un standard d'évaluation qui est le même pour tous les médecins, pour tous les patients et qui est évalué par le NICE derrière. Donc il y a bien la possibilité d'évaluer la qualité de ce qui est fait. Là, la question est au final la même. En l'absence de guidelines pour le développement de la santé, en l'absence de structure, finalement, on a un foisonnement d'idées très riche, certaines qui iront au bout ou pas, et on a un petit peu une forêt qui cache, on va dire, les bons arbres, mais du coup, c'est ces utilisations-là qu'il faut arriver à cibler, à faire financer. La difficulté étant qu'on ne considère pas aujourd'hui que c'est une alternative de prise en charge et que donc ça peut générer des économies, etc. Donc toute la démonstration de l'impact. Emmanuel. Oui, sur la question du financement, qui est un peu le nerf de la guerre, au fond, sur les politiques publiques aujourd'hui. Je pense que ça pose la question beaucoup de la posture de l'évaluateur, au sens de son indépendance, et que ce qui est important, c'est de poser cette question de la manière la plus objective possible. Un titre d'exemple, par exemple, sur territoire de soins numériques, on ne formule aucune hypothèse préalable, a priori, sur cette question du financement en termes de création et de destruction de valeur. Vous pouvez très bien dire une meilleure coordination en amont des prises en charge va permettre de réduire les hospitalisations, notamment les hospitalisations évitables non pertinentes, et donc de libérer un peu la tension sur les dépenses hospitalières, mais vous pouvez aussi faire une hypothèse parfaitement inverse, qui est de dire qu'une meilleure coordination, une meilleure information sur le système de soins peut augmenter le recours aux soins et donc au contraire augmenter l'enveloppe financière. Et donc il faut vraiment investiguer toutes ces pistes-là. Le premier élément en termes d'évaluation, ça me semble un point important à mettre en question. L'autre chose, évidemment, c'est que l'évaluation, elle ne sert pas qu'à ça, elle sert aussi à l'aide à la décision de manière générale. Les choses ne sont pas forcément binaires dès lors qu'on parle de systèmes, encore une fois, assez complexes. Et donc, avant de savoir si oui ou non il y a financement, il peut y avoir aussi compréhension des freins leviers au déploiement, à l'usage, à l'appropriation, des manières d'améliorer les choses afin d'arriver à une solution qui soit effectivement généralisable de manière un petit peu optimisée, qui ait permis de comparer aussi différentes alternatives, parce qu'un dispositif peut être en soi intéressant, mais il peut en exister un autre qui apporte de manière complémentaire une vision différente du système. Je pense que la complexité aujourd'hui de cette question-là, elle vient aussi du fait qu'on a quand même un système qui est en plein bouleversement, indépendamment même des innovations numériques qui arrivent. C'est-à-dire qu'on sait aussi qu'il y a une transition épidémiologique pour laquelle on a un système qui doit se réorganiser fondamentalement, et que gérer une réorganisation profonde d'un système de santé
à un moment où en plus on a un bouleversement d'apport d'innovation technologique, ça crée une double rupture d'innovation technologique et organisationnelle. Les deux peuvent aller dans le même sens et se potentialiser l'une l'autre, mais c'est pas si évident que ça, c'est pas des questions aussi simples que ça. Donc quelque part, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre aussi que la question du financeur, et quand on sait en plus les tensions qu'il y a sur les équilibres budgétaires de l'assurance maladie, ne soit pas si évidente que ça à traiter. Christine ? Oui, je crois qu'il faut distinguer l'évaluation socio-économique et d'autres types d'évaluations qui peuvent être faites. Et je pense que dans la santé, il faut commencer à avoir aussi des systèmes d'évaluation qu'on voit apparaître, et je vais citer un exemple, ailleurs, des évaluations qui ne sont pas faites par une structure particulière. Et je vais en particulier vous parler d'un sujet qu'on retrouve aussi dans le domaine des technologies de santé. On a beaucoup parlé dans la table ronde précédente de la question des données. Pour moi, la question des données avec le règlement européen, etc., elle est plutôt derrière nous que devant nous, même s'il reste beaucoup de questions encore dans le domaine de la santé, mais elle a été beaucoup réfléchie. La question qui se pose aujourd'hui dans tous ces dispositifs de technologie en santé, c'est plus la question des algorithmes et du traitement des données. La question des algorithmes derrière, si je prends encore une fois les objets connectés, et on capte des données, il y a toute la problématique de la collecte, mais sur lequel il y a quand même beaucoup de réflexions menées. La question qui se pose, c'est comment fonctionne le moteur de recommandation qui, à partir de ces données, va envoyer un message sur je ne sais pas quel support à un individu, à un instant T, cet individu étant évidemment un patient. Donc, la question des algorithmes que vous développez en grande partie, si vous développez l'intelligence artificielle, qu'on voit par exemple dans les chatbots aujourd'hui. C'est la grande mode des chatbots en santé. Alors ça, je trouve ça assez incroyable. C'est-à-dire que les chatbots, je fais un petit aparté, mais donc c'est des systèmes qui parlent aux gens. Et là, la plupart des startups qui pitchent sur des chatbots ne pensent même pas le fait que peut-être que les gens ne vont pas utiliser et parler à cette machine-là, et surtout la manière dont le traitement de l'information est fait. Donc je reviens sur les algorithmes. Sur les algorithmes, c'est un sujet intéressant. Francis Jutan l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu un rapport fait par le Conseil national du numérique au départ qui s'appelait Neutralité des plateformes, qui a piloté Francis, et qui a débouché sur cette idée de loyauté des plateformes. Voilà. Et les plateformes, donc, au départ, c'était les fameux GAFA, et dont les algorithmes posaient un certain nombre de problèmes. Donc, la question de la transparence des algorithmes est arrivée. La question de ce que l'on appelle aujourd'hui l'accountability, qui n'est pas tout à fait la question de la transparence en anglais des algorithmes. Et donc, il y a tout un courant de recherche aussi aujourd'hui très développé autour de l'évaluation de ces algorithmes, mais ça n'est pas qu'au niveau de la recherche. Les Américains, comme les Français, comme les Asiatiques, s'intéressent à ces questions. Et en France, il y a eu un rapport de Bercy sur régulation des algorithmes. Et aujourd'hui, une initiative qui est loin d'être restée initiative, qui s'appelle Transalgo. Transalgo, c'est une initiative portée par l'INRIA aujourd'hui, et j'en fais partie, qui est une plateforme scientifique. Donc l'idée, si vous voulez, du gouvernement suite à ces recommandations de rapport, ça n'a pas été de créer une structure d'évaluation des algorithmes. Et donc, on n'a pas forcément une structure d'évaluation, c'est de créer une plateforme scientifique ouverte à tous, en l'occurrence, elle s'appelle Transalgo sur les algorithmes, ouverte à tous les scientifiques qui veulent travailler sur ces sujets, pour évaluer la loyauté, quelque part, des algorithmes, et en particulier la transparence des algorithmes. Et je trouve cette initiative très intéressante. Elle est regardée par plein de pays, en particulier les États-Unis. C'est une première en Europe. Et donc, ça peut créer une communauté autour de l'évaluation. Ça peut se faire. Et par ailleurs, très récemment, la semaine dernière, le Conseil national du numérique a lancé une initiative autour de la loyauté des plateformes, dans laquelle il y a cette loyauté des algorithmes, et ça va jusqu'à, évidemment, les algorithmes aussi en santé. Et donc là, c'est aussi un moyen d'avoir un certain retour d'évaluation. C'est une plateforme qui est une concertation nationale, vous pouvez tous aller voir, et donc aussi donner votre avis. Donc moi, je crois aussi, pour faire avancer les sujets, qu'il ne faut pas attendre
d'un gouvernement à un moment donné, d'un ministère, de faire une structure d'évaluation qui va prendre plusieurs années, on va travailler sur des critères, etc. Le temps de l'innovation aujourd'hui est beaucoup trop rapide. Je crois que les chercheurs sont tout à fait à même de s'emparer de ces sujets avec des acteurs économiques, avec des institutions publiques. Là, sur les objets connectés, par exemple, la HAS a fait déjà un rapport d'évaluation qui est très intéressant sur les objets connectés avec des critères. Alors évidemment, c'est pas, mais on peut déjà aller plus loin et poursuivre ce travail. Donc voilà, c'est cette question je dirais d'évaluation. Je pense qu'il y a d'autres alternatives que créer une structure qui ne voit jamais le jour. Et donc on passe dans les conférences notre temps à dire mais on n'a pas de système d'évaluation. Voilà, faisons-le. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne voudrais pas faire d'angélisme non plus. J'imagine même pas, mais alors, je ne vois pas comment l'administration centrale, avec ses 3 grandes directions, DSS, DGOS et DGS, plus toutes les agences qui sont à côté, on a quand même 23 agences qui s'intéressent à la santé, va faire autrement que créer une structure supplémentaire. C'est tellement dans son ADN que j'imagine même pas qu'elle puisse utiliser la quintessence de ce que vous dites, qui me semble extrêmement intéressant et novateur. Et puis alors la CNAM derrière, pour accepter quelque chose comme ça, on va poser la question à Nicolas Revel. Mais pas plus tard que dans 15 jours, mais il y a vraiment des choses à... À terme, il va y avoir une structure. Hein, mais je donne une application, c'est une discussion que j'ai souvent avec Jacques Lucas. La question des applications mobiles en santé, par exemple, il n'y a pas d'évaluation nationale des applications en santé. Il y a énormément d'applications en santé. Mais elle ne cherche pas tout un remboursement. Comment font les patients chroniques? Elle ne cherche pas tout un remboursement. Elle ne cherche pas tout un remboursement, mais on n'est pas uniquement dans le cadre du remboursement. On peut penser aussi, je dirais, une évaluation vis-à-vis du patient ou vis-à-vis du professionnel de santé. La double vision est très intéressante, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a 2 jeunes médecins qui ont créé une entreprise que vous connaissez, qui s'appelle DMD, qui s'appelle M Health Quality aujourd'hui, et bien qui ont eux-mêmes essayer de travailler sur ces questions d'évaluation d'applications en santé. Eh bien, ça fait son bout de chemin. Voilà, maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez reconnu. Ça n'a rien d'officiel, etc. Mais c'est quelque chose qui permet de faire avancer le sujet. Voilà. Et je crois qu'il faut aussi faire confiance aux acteurs eux-mêmes, hein, sachant qu'évidemment, au bout d'un certain temps, tous ces travaux sont repris pour avoir un niveau national. Alors, on va peut-être passer aux questions dans la salle. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ces sujets Oui. Donc, bonjour, Mickaël Chaleuil, donc président d'Agir pour la télémédecine et également de formation, donc ingénieur qualité spécialisé en télémédecine. Donc c'est vrai que toutes ces questions, ce sont des questions auxquelles je réfléchis beaucoup. On va prendre l'exemple des applications mobiles de santé. Je pense que demain, un médecin ne sera pas un simple prescripteur de principes actifs, mais pourra prescrire éventuellement des applications mobiles de santé. Parler d'MD Santé, je connais bien. C'est vrai que je connais bien Guillaume Marchand. Je trouve que l'idée est très bonne, puisque ça aurait pu être la NSM qui aurait pu s'approprier la question. Une question qui a été peu abordée aujourd'hui, qui est complexe, c'est la question de la temporalité. Par rapport à un médicament, le médicament va évoluer de façon très longue. Une application, on peut dire, elle va être évaluée un temps T, mais dans 2 semaines, 3 semaines, il y aura peut-être une évolution. Comment aujourd'hui on peut justement faire évoluer ces référentiels de labellisation et labelliser des applications mobiles de façon sécurisée et qualitative pour les patients, mais aussi les professionnels de santé? Qui est-ce qui veut répondre? Oui, moi je crois que c'est un verrou, hein, c'est vrai, ça n'existe pas. Une alternative possible, c'est, une solution possible, c'est de travailler avec des patients et des professionnels et d'inclure dans le système d'évaluation ce que ne fait pas, MF Quality le fait ponctuellement, mais je dirais on pourrait imaginer avoir un panel de médecins, un panel de patients. Les patients, s'ils sont patients chroniques, ils utilisent leur application tous les jours et pour eux c'est une application dont ils voient les évolutions tous les jours et donc on pourrait avoir un système, une plateforme sur laquelle, ce qu'on appelle aussi par ailleurs, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Voilà, une plateforme d'intelligence collective avec des patients, des professionnels de santé et des systèmes d'évaluation derrière. Il y a d'ailleurs à ce niveau-là, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes, qui sont ce qu'on appelle le mouvement des Living Labs. Je crois qu'il faut vraiment, quand on est un start-upper, il faut vraiment regarder du côté des Living Labs. L'un des Living Labs qui existe, c'est celui que Claude représente avec le Diab Lab.
hein, dans le Diab Lab, c'est pas simplement une communauté de joyeux lurons diabétiques qui se regardent le nombril de temps en temps pour se dire « Oh, c'est bien, on se pique mieux, on machin ». Il y a des sociologues, il y a des scientifiques, il y a véritablement un matériel d'expertise qui est tout à fait intéressant. Et je pense que ça fait partie des choses qu'un start-upper en 2017 doit absolument investiguer, parce que c'est d'une richesse en termes d'apport d'informations qui est tout à fait exceptionnelle et qu'on n'avait pas il y a encore une dizaine d'années. Par contre, c'est que vous n'avez pas encore répondu jusqu'au bout de la question. Là, en loi, aujourd'hui, il va y avoir une tarification très prochainement, je pense, de la télémédecine, notamment de la télésurveillance qui aura un impact majeur. Les applications mobiles de santé permettront peut-être de faire de la télésurveillance sur des pathologies chroniques. Donc, comme je vous le disais, on peut très bien avoir une labellisation par MLS Quality, justement l'application à un instant T, mais si demain la start-up fait une évolution majeure sur son application, ça veut dire qu'elle doit être relabellisée. Comment on pourrait maîtriser ça, justement? Sandrine. Non, mais ça devrait marcher. Non ? Et l'autre ? Celui-là, il marchait déjà pas. On va faire avec un micro pour toi. Ça, c'est une vraie question parce que dans l'historique qu'on a déjà d'évaluation sur le médicament et les produits les dispositifs, on a déjà ces problématiques d'évolution de gamme où quand vous arrivez avec une nouvelle génération de dispositifs médicaux, on vous reproche d'arriver avec les données de l'ancienne génération. Or, c'était il y a 6 mois et encore, ça va vite. Donc là, il y a la temporalité, pour moi, c'est un vrai problème. Après, ça me renvoie vraiment à la question de pourquoi on évalue et par qui on évalue. C'est-à-dire, est-ce qu'on évalue effectivement pour le remboursement? Et dans ce cas-là, c'est pas la même problématique pour les applications du dispositif ou autre. Est-ce qu'on évalue pour ces financeurs de projets? Dans ce cas-là, on n'a pas les mêmes indicateurs. Est-ce que j'évalue pour la qualité ou de la certification? C'est pas non plus encore les mêmes guidelines. Est-ce que j'évalue pour ma responsabilité juridique? Et le guide de la HAS aujourd'hui, il va plutôt dans ce sens-là parce qu'il analyse les risques en fonction du relationnel au patient en direct ou pas. Donc je pense que la temporalité, la question de la temporalité, elle pose un problème effectivement méthodologique, mais je ne suis pas tellement inquiète sur la question de la méthodologie parce que on peut être innovant et créatif en méthodologie et on suit. J'ai envie de dire, j'espère qu'on anticipe même les questions sur j'ai envie de dire les produits, en tout cas les stratégies à évaluer, mais c'est plutôt à qui on rend des comptes. Est-ce qu'on a besoin de rendre des comptes vraiment toutes les semaines? Et dans ce cas-là, il faut prévoir une évaluation systématique. Et donc, dans le développement de l'application, il faut prévoir ce recueil en permanence des données. Ou est-ce que je dois effectivement rendre des comptes tous les 2 ans et je le fais en one-shot voilà, avec une qualité de données qui sera ce qu'elle a. Christine, puis ensuite Emmanuel. Ça me faisait penser à quand même un critère qui est dans la loi du 8 octobre 2016, loi pour une république numérique, qui est la question de la loyauté des plateformes. Parce que cette question de loyauté des plateformes s'est posée pour la même raison que celle que vous évoquez, mais à l'époque, c'était pour Facebook, par exemple, ou Twitter, qui régulièrement change son algorithme. Et donc, un certain nombre d'entreprises qui utilisaient les données de Facebook et Twitter étaient très gênées parce que tout le temps, évidemment, ça modifiait les systèmes qu'elles utilisaient. Et donc, il y avait un problème aussi de loyauté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on affirme faire quelque chose et qu'on fait évoluer régulièrement. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est un tout petit pas, mais c'est quand même un premier pas et c'est obligatoire. Toutes les plateformes, depuis le 8 octobre 2016, donc toutes les plateformes doivent être loyales. Loyal, ça veut dire que je m'engage à assurer un service et je précise quel type de service à quelqu'un. Mais si dans le temps, je change ce service, je le fais évoluer sans informer de manière très éclairée, etc., l'utilisateur final, eh bien là, à l'heure actuelle, je peux passer dans l'illégalité, donc je peux être condamné. Voilà. Alors, c'est pas une réponse à votre question, mais c'est quand même une première. C'est quelque chose déjà qui existe. Emmanuel. Oui, moi en complément, je voulais répondre sur cette question de la temporalité. Enfin, je vais peut-être pas vous satisfaire et pas répondre à votre question, mais je pense que c'est effectivement un des grands points durs qui se posent à l'évaluation aujourd'hui.
parce qu'il y a 3 grands types de temporalité. Il y a la temporalité que vous mentionniez, sur le cycle très court en fait, d'innovation et d'obsolescence des technologies, et ça on sait que c'est une donnée quasiment d'entrée. Il y a le temps de la décision politique qui joue, qui a aussi son propre tempo, ses propres règles que vous connaissez tous en tant que citoyen, et qui va faire par exemple que sur un programme comme territoire de soins numériques, finalement, le ministère a quand même été amené à démarrer la généralisation du programme avant que notre rapport d'évaluation soit rendu, et ce que je comprends complètement, parce qu'opérationnellement aussi, il faut quand même bien à un moment donner des perspectives aux personnes qui s'investissent dans ces dynamiques-là. Mais ça pose quand même une question du coup de la place de l'évaluation et de l'apport que ça peut avoir dans la décision politique. Et puis il y a le temps vraiment, j'ai envie de dire, de l'évaluation en elle-même, qui est encore différent dès lors que, en tout cas, on prend le prisme qu'on prend nous sur EVA TSN, qui est de se dire, est-ce que ces innovations technologiques permettent à la politique publique d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés ? Or, un état de santé de la population, ça ne se mesure pas en 6 mois d'impact. Enfin, on va l'essayer, hein, on mène les travaux sur EVA TSN en ce sens-là, mais en ayant soumis l'alerte méthodologique dès le départ, qu'un état de santé et même une transformation socio-technique du système, finalement, ça prend du temps. Ça prend du temps, et que dès lors... Alors c'est aussi la logique qui fait qu'effectivement, on a un projet de recherche également en méthodologie, c'est-à-dire qu'on va livrer à la fin notre rapport d'évaluation sur le programme TSN et ses expérimentations et ce qu'on verra. Mais on va transmettre aussi à la fin un kit méthodologique sur comment nous, on pense qu'il faut évaluer ce type d'innovation, pour permettre in fine aussi de le réappliquer dans 1 an ou 2 ans, c'est-à-dire reprendre une prise de mesure, que ce soit quali ou quanti, plus tard, pour voir si les facteurs temps a joué ou pas favorablement avec la même méthode et sur les mêmes périmètres. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a pour moi 3 cycles de temporalité un peu différentes et que c'est très très difficile de jongler avec tout ça. Ouais. C'est ce qui fait que chacun est en colère contre l'autre en disant mais qu'est-ce qu'ils font, ils ne décident pas assez vite. Voilà, le ministère attend nos réponses, les industriels attendent la réponse du ministère. Enfin voilà, tout le monde s'attend en fait. Mais... Faites très attention à cette temporalité, parce que le forfait innovation qui a été donné pour 3 dispositifs uniquement a été créé en 2008. Donc vous voyez que si vous attendez, en particulier, si vous prenez l'évaluation d'un médicament, à l'heure actuelle, c'est 455 jours entre l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et la possibilité d'arriver sur le marché avec un prix. Donc si vous avez pris des engagements vis-à-vis de financeurs qui ne tiennent pas compte de ces évaluations pour des produits qui risqueraient d'être remboursés à un moment ou à un autre par l'assurance maladie, par exemple, vous êtes sûr d'aller au plantage. On est malheureusement dans des situations, souvent, quand on fait de l'accès au marché, on est dans des situations, on va dire... Enfin, nous, on fait des consultations compassionnelles, par exemple, chez NIL, de temps en temps, en disant à la personne, bah, désolé, mais ce que vous pensiez pouvoir arriver en 15 jours, ça va arriver en 18 mois. Et quand on dit 18 mois, on n'est même pas sûr que dans les 18 mois, on arrivera à trouver la solution. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question avant qu'on rende l'antenne que Ndiakje ? Et le forfait innovation, il n'est pas prévu pour la e-santé. Et le forfait innovation, il n'est pas prévu pour la e-santé. Voilà. C'est un peu dommage avec le mot innovation. Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge en ce qui concerne. Après l'évaluation, il restera, mais on pourrait faire une table ronde, tous les mécanismes du financement, et en particulier du financement de l'innovation. Et là, je peux vous dire que c'est gratiné, parce que c'est encore pire que le reste. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question ? Oui, madame là-haut. Je me présente, Sylvie Poulette. Donc, juste pour revenir là, sur le forfait innovation, on vient de sortir justement... donc, il semble évoluer, le forfait innovation, puisqu'il va vers les actes DM et actes innovants. Donc bon, c'est une perspective. À savoir que le forfait innovation, ça reste quand même sur la base d'une demande, sur de critères précis. Donc, il ne faut pas croire que chaque fois, qu'on y a droit à chaque fois, ça c'est une chose. Mais enfin, il y a une évolution là-dessus. Et j'ai été informée également, alors je vais vous demander votre avis là-dessus, vous en savez certainement plus que moi, sur le nouveau guide de la HAS, justement, pour le remboursement alors des logiciels dispositifs médicaux, puisqu'effectivement, il y a d'évaluation par la HAS que pour les logiciels marqués dispositifs médicaux. Et justement, donc, ils se sont effectivement rendus compte des lacunes d'évaluation. Donc voilà, est-ce que vous savez où en est ce guide, où en sont les travaux, si on peut l'attendre cette année, dans 10 ans ou demain matin? Honnêtement, je n'en sais rien sur le guide logiciels médicaux. On attend d'autres guides depuis à peu près 5 ans.
qu'on nous promet purement méthodologique, donc je m'inquiéterais un peu pour il y a 15 celui-ci. ans, donc, d'accord. Et sur le forfait innovation, effectivement, c'est prévu pour du dispositif médical depuis le début, avec les actes associés, donc ça, c'était pas vraiment un souci, mais pour le coup, on est allé quand même toquer à la porte avec d'AI Santé, et on nous a regardé avec des yeux ronds. Donc, je suis... je ne veux pas être pessimiste parce que je pense que c'est vraiment en train d'évoluer. C'est juste que l'innovation et la créativité va plus vite aujourd'hui que les agences et les guidelines. Mais bon, ça, on a l'habitude et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Juste du coup, j'avais un point sur l'évaluation et la question des données de santé. On a un avantage qu'on n'a peut-être pas sur d'autres problématiques d'évaluation, c'est que la e-santé a une capacité à générer de la donnée. On a beaucoup parlé des données aujourd'hui de santé, et souvent en évaluation, on a une problématique de données. Où est-ce qu'on va la chercher? Comment on va pouvoir consolider de la donnée? Enfin, voilà. Et en e-santé, il y a quand même une richesse. On peut créer de la donnée dès le départ. Il faut juste bien le penser et l'intégrer. Et on peut avoir quand même une réflexion beaucoup plus large de mutualisation de l'ensemble de ces données, y compris dans le système national de données de santé qui se crée. Voilà, on pourrait avoir une méga plateforme de données, ce qui enlèverait beaucoup de problèmes méthodologiques aujourd'hui pour faire de l'évaluation e-santé, mais politique publique au sens plus large. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on arrive à... Il reste encore une question, David. Est-ce que tu nous permets? Merci beaucoup. Nathalie Hayes du CHU de Bordeaux. Je me posais la question de savoir comment ça se passait à l'étranger, parce que les agences d'évaluation internationales, elles sont forcément confrontées aux mêmes soucis. Effectivement, en France, peut-être qu'on n'a pas encore assez structuré l'évaluation, en tout cas nos instances réglementaires ne l'ont pas fait, ou c'est en cours de réflexion. Ça va forcément moins vite, effectivement, que les objets connectés et la e-santé, mais comment font les agences internationales? Je pense aux agences d'évaluation britanniques et dans d'autres pays. C'est un problème assez européen, j'ai envie de dire, parce que les process d'évaluation et d'accès au remboursement ne sont pas les mêmes dans les autres pays, donc c'est quand même assez spécifique à l'Europe à ce niveau-là. Au niveau du groupe Euro-HTA qui réfléchit et qui met en place des guidelines, il y a une réflexion effectivement sur la e-santé, mais ça n'est pas aujourd'hui intégré dans les autres agences. Le NICE n'évalue pas la e-santé non plus, si ce n'est qu'il y a, on va dire, une tolérance peut-être un peu plus importante, mais c'est quand même très lié aux spécificités du remboursement en France, cette question-là. Sur beaucoup d'autres pays, vous pouvez être prescrit aux patients sans forcément avoir été évalué. Mais sans forcément avoir d'ailleurs de financement. C'est aussi un des problèmes, c'est qu'il y a certainement des structures qui évaluent plus vite que la France, mais par contre qui ont des accès au marché qui sont beaucoup plus faibles, ou alors qui font appel à des financements qui sont une part de financement privé qui est beaucoup plus importante que le financement public. Donc c'est vrai qu'il y a un patchwork de situations très différentes. Je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Vraiment, on peut remercier nos intervenantes.